Je pense que nous allons tout doucement et gentiment commencer en laissant le temps aux retardataires qui sont sûrement pris dans des embouteillages classiques et néanmoins dantesques. On va leur laisser le temps d'arriver. Et je vais moi-même introduire ce colloque. Les bonnes fées qui se sont penchées sur notre berceau sont absentes, en fait, pour de très bonnes raisons. L'un est en Chine, l'autre à Paris pour s'occuper de choses extrêmement sérieuses concernant le collège. Et donc, voilà, je vais jouer un petit peu la femme orchestre et d'abord peut-être répondre à une question que vous êtes sans doute posée, qui est pourquoi est-ce que je donne 2 conférences dans le cadre de cette journée d'études? Mais au départ, c'était pas censé être une journée d'études, mais un cycle de conférences. Et donc, j'avais proposé un projet. Et là-dessus, Didier Vivier, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie, a dit « Ah, mais c'est intéressant, il faudrait faire une journée d'études et élargir un petit peu. » Alors voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Et donc nous aurons le plaisir d'accueillir plusieurs conférencières. Et ce matin, deux voisines du pays voisin que nous aimons tous, la France, Michela Bussotti et Anne Kerlan, qui vont venir parler de leurs travaux. Alors donc, de quoi s'agit-il ? La femme chinoise, un être de fiction avec S. Donc il s'agira de réfléchir ensemble sur les différentes mises en récit en fait, qui ont été présentées par les Chinois eux-mêmes au cours des siècles, mais aussi par les chercheurs plus contemporains, sur ce que peut être la femme chinoise. Alors, Lacan disait que la femme n'existe pas, mais on peut dire que la femme chinoise n'existe pas non plus. C'est un être qui a été fabriqué d'une certaine façon. Le concept de femme chinoise a été fabriqué et a nécessité plusieurs types de récits, des récits très, très normatifs, et nous en aurons un exemple avec le premier exposé de Michela Bussotti, qui est directrice de recherche à l'école, directrice d'études à l'école française d'Extrême-Orient et qui travaille depuis des années sur les livres illustrés, on pourrait dire presque l'industrie du livre qui s'est développée à la fin de la dynastie des Ming, donc vers le XVIe, XVIIe siècle, dans la région de l'Anhui, et qui a consacré beaucoup de travaux notamment à des études d'histoire de l'art sur l'illustration d'une série d'ouvrages. Et parmi ces ouvrages figurent des ouvrages normatifs autour de la conduite des femmes. Je n'en dis pas plus parce qu'elle va vous raconter tout cela de manière bien plus savante que moi. Ensuite, je ferai moi-même un exposé sur ce qu'on pourrait appeler un contre-exemple, qui sont des femmes guerrières. Donc, a priori, on ne s'attendrait pas à trouver dans une culture qui met la paix partout, y compris quand elle fait la guerre, d'ailleurs, et qui a assigné aux femmes une place très, très précise à l'intérieur de la maison. On ne s'attendrait pas à trouver des femmes guerrières, des femmes au pouvoir surnaturel et parfois très violentes. Eh bien, pourtant, cela existe et depuis longtemps. Et ce contre-exemple a joué souterrainement, je dirais, dans l'histoire chinoise. Anne Kerlan terminera cette matinée avec l'histoire d'une personne contemporaine, presque contemporaine, qui a été assassinée pendant la Révolution culturelle et qui est un personnage extrêmement touchant, extrêmement émouvant, qu'on pourrait vraiment qualifier d'héroïne. Cet après-midi, donc là, nous allons continuer vers une période plus contemporaine. Donc, en fait, vous allez traverser pratiquement toute l'histoire de Chine avec cette journée.
Nous aurons un premier exposé que je ferai sur les femmes, non plus cette fois-ci sujettes de fiction, mais créatrices de fiction, donc les femmes écrivains et la manière dont elles se débrouillaient avec ces difficultés liées à l'accession, à accéder à un public, à accéder à une voix qui leur soit propre. Nous aurons ensuite un exposé de Coraline Jorté, qui est doctorante à l'ULB et qui est une traductrice littéraire, qui a déjà, en dépit de son jeune âge, qui a déjà pas mal d'ouvrages et d'articles compteurs, donc, et qui va nous parler alors de la littérature moderne, donc de l'époque où les femmes, où apparaît ce qu'on pourrait appeler la nouvelle femme chinoise au début du XXe siècle. Et Vanessa Frankville va terminer sur Vanessa Frankville, qui est à l'ULB également, qui enseigne l'histoire, enfin, on pourrait dire Madame Chine à l'ULB, et qui est aussi la directrice du centre IS, du centre d'études asiatiques de l'ULB, va venir faire une présentation sur les femmes cinéastes. Alors, vous savez que nous sommes le 25 novembre, la journée de mobilisation contre les violences faites aux femmes. Alors, les violences faites aux femmes, il y en a eu pas mal dans l'histoire chinoise, mais ce n'est pas vraiment de cela dont il sera question, puisque je pense que nous avons chacune adopté une attitude moins victimaire, je dirais, en essayant de mettre l'accent sur cette notion qu'on trouve partout maintenant dans les ouvrages anglo-saxons, qui est agency, c'est-à-dire le pouvoir d'agir, la capacité qu'ont des personnes en particulier de façonner leur destin. Et ça nous amène alors à ces notions qui sont des notions de femmes remarquables, donc des femmes qui méritent d'être consignées dans des biographies officielles, ou des femmes exemplaires par leur vertu, par leur érudition parfois, des héroïnes et des créatrices. Et on pourrait dire que en français, le terme héros et héroïne, en fait, a deux sens. On peut être une héroïne ou un héros parce qu'on a fait des prouesses exceptionnelles, et c'est un terme qui prend souvent une connotation un peu militaire, active en tous les cas, mais héroïne en français, pardon, ça peut aussi être la protagoniste d'un récit, l'héroïne d'une histoire, et c'est évidemment, ce sont ces deux acceptions de ce terme qui vont être abordées aujourd'hui, et nous verrons que devenir une héroïne, devenir un personnage exemplaire, implique un processus de fabrication. On fabrique les héroïnes, ça ne se fait pas tout seul, et implique aussi des stratégies narratives qui peuvent être soit des stratégies de narration d'une histoire dans laquelle les femmes sont des protagonistes, mais aussi des stratégies narratives dans lesquelles les femmes elles-mêmes se mettent en récit. Et ça, c'est probablement la dimension la plus intéressante, et qui renvoie à des travaux récents, notamment de sinologues, notamment de sinologues sino-américaines, qui mettent l'accent à travers des micro-histoires de personnes bien particulières sur ces héroïnes et sur ce processus de fabrication. Alors, au cours finalement de mes longues années de fréquentation en Chine, j'ai beaucoup voyagé, et lors de mes voyages, il y avait comme ça un leitmotiv que j'entendais derrière moi. Shenande, Reichenude. Est-ce que c'est féminin ou est-ce que c'est masculin? Ils ne savaient pas trop, quoi. Là. Même parfois, je pouvais porter une robe rose, mais la question restait. Et un jour, j'ai eu l'immense bonheur d'entendre Pushenande,
pushenu de Chewaikwagen. Donc c'est pas féminin, c'est pas masculin, c'est étranger. Et je pense que ça nous dit bien à quel point la question du genre, et particulièrement la question de la place donnée aux femmes dans l'image de soi que se donne la Chine, et aussi dans le façonnage de la Chine nouvelle, est important. C'est peut-être aussi une réponse donnée à ceux qui croient encore que la notion de genre est une notion inutile. Il me semble que les travaux, notamment sur la Chine, et les travaux faits par toutes ces sinologues extrêmement érudites, sont bien là pour nous montrer qu'il s'agit d'une question centrale et d'une question qui n'est pas encore énormément travaillée en français. Vous avez une littérature immense anglo-saxonne. En français, ça reste encore un petit peu hésitant. Et donc là, nous sommes particulièrement heureuses d'accueillir ces invités qui nous viennent avec tout leur bagage sinologique extrêmement impressionnant. Et donc, je vais maintenant céder la parole à Michela Bussotti, donc directrice d'études à l'École française d'Extrême-Orient, et qui va nous parler alors de ces femmes qui ne sont peut-être pas vraiment des victimes, mais qui ne sont probablement pas non plus des héroïnes au sens moderne du terme.